Spiritualité, bien-être, santé. Les éditions Guitry Daniel, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle, présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio et j'ai le plaisir d'accueillir Jean Stone. Bonjour Jean Stone. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre livre s'intitule L'explorateur de l'invisible aux éditions Guitry Daniel. Alors, est-ce que l'invisible relève uniquement de la spiritualité ou de la science ? Alors, il y a toute une série de dimensions que la science peut aborder, Oui. qui ne sont pas les mêmes, bien sûr, que l'invisible dans la spiritualité, mais par exemple, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang ? Qu'est-ce qu'il y a dans les profondeurs, au-delà de l'atome, dans les profondeurs de la matière ? Oui. Et aussi, qu'est-ce qu'il y a derrière la conscience ? Quelle est la nature de la conscience ? Vous voyez ? Donc, on touche à de l'invisible, je dirais, aux frontières de la science. Et finalement, une continuité, parce que l'atome, ça me parle. Mon beau-père qui est médecin, lui qui est pas forcément... Alors, il est ouvert, mais pas spirituel, plus scientifique, me dit, pour moi, la vie continue après, parce que l'atome, c'est une continuité. Alors, la continuité, en fait, elle se fait sur les questions frontières, justement. Quelle est la nature de la conscience ? Comme je le disais, qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang, voyez-vous ? Ce sont des questions que les grandes religions, les grandes traditions abordent depuis toujours, Oui. et que la science, depuis un siècle, commence aussi à aborder. C'est là où on peut faire une continuité entre ce qui vient des grandes traditions et la connaissance scientifique de pointe. Et c'est ça qui est passionnant. Et oui, et moi j'aime la célèbre citation de François Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Alors, votre travail fait dialoguer science, conscience et spiritualité. Pourquoi est-il devenu essentiel aujourd'hui de réconcilier ces mondes ? Parce que je pense que nous sommes des êtres schizophrènes. Vous voyez, la modernité nous amène de mieux en mieux à savoir comment faire les choses, comment faire un smartphone, un TGV, un moteur de voiture, mais de moins en moins pourquoi les faire. Et donc nous sommes coupés en deux, si vous voulez, entre d'un côté un monde de plus en plus technologique, un monde de savoir-faire, mais un monde où on se pose la question, oui mais pourquoi on fait tout ça, vous voyez ? Et donc c'est là où la rencontre entre science et spiritualité me paraît si essentielle, justement. Et la science moderne est en train de redécouvrir des dimensions qu'elles avaient écartées ? Oui, tout à fait. On appelle ça le nouveau paradigme scientifique, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle vision du monde dans les 4 grands domaines qui sont la matière, donc c'est la physique quantique, l'univers, c'est de l'astrophysique, la conscience et la vie, l'évolution de la vie. Donc le vivant, la conscience, l'univers et la nature de la réalité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière la matière, la physique quantique, ce sont les grands domaines dans lesquels il y a des mutations qui forment, si on les analyse, c'est ce que je fais dans mon livre Explorateur de l'invisible, je traite de toutes ces questions à la fois pour montrer dans une forme de synthèse que justement, eh bien, nous avons une nouvelle vision du monde qui est ouverte au sens, ouverte à la spiritualité et qui peut entrer en résonance avec les grandes traditions de l'humanité. C'est passionnant. Et alors, la conscience est au cœur de votre réflexion. Peut-on aujourd'hui définir ce qui est réellement la conscience ? Alors ça, c'est justement, j'allais dire non, parce que le problème fondamental, c'est que depuis 2500 ans que l'oracle de Delphes a dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux », c'est la fameuse citation que Socrate nous a rapportée, eh bien malgré les PET scans, les neuroscans et tous les progrès scientifiques, on ne sait toujours pas si nous sommes un simple truc de neurones ou si nous avons en nous une goutte de quelque chose qui est une conscience éternelle. Et donc cette question absolument fondamentale n'est toujours pas résolue. Et c'est pour ça d'ailleurs que je m'intéresse à la question et que j'organise des colloques internationaux sur ce thème. Et oui, on en parlera juste après. Et pensez-vous que la conscience soit produite par le cerveau ou qu'elle le dépasse ? Alors moi personnellement, je pense qu'on a beaucoup d'éléments qui montrent que la conscience est reçue par le cerveau, un peu comme un récepteur radio. Ouais. Et que la conscience ne crée pas le cerveau, que le cerveau ne crée pas la conscience, pour être clair, ouais. Mais qu'il la reçoit et la transforme en quelque sorte. Ouais. C'est un peu comme un artisan, si vous voulez, qui a du fer. Avec le fer, il peut faire un cheval, mais il peut aussi faire un coq en fer. Ouais. Eh bien, voilà, il y aurait une conscience universelle que le cerveau capterait et il la transformerait pour faire, vous et moi, une individualité, mais c'est pas lui qui crée la conscience. Votre ouvrage invite
suffit-il à changer notre manière de vivre au quotidien ? Je pense que oui, parce que la vraie question fondamentale, c'est justement de savoir si notre vie a un sens, si elle s'inscrit dans un projet cosmique, si vous voulez, ou si nous sommes simplement un truc de neurones issus par hasard, par des phénomènes de hasard sur la 3e planète d'un système solaire. Et c'est ça qui change tout. Si on peut montrer que notre vie rentre dans un projet, forcément la question c'est quel est le sens de ce projet, comment devons-nous vivre, est-ce qu'on doit orienter notre vie de telle et telle façon pour plutôt le bien, pour l'altruisme, etc., plutôt que l'égoïsme, le mal, vous voyez, ce genre de choses. C'est la fameuse question de Dostoïevski, pour faire simple. Si Dieu n'existe pas, tout est permis, dans les frères Karamazov. Donc voilà, si par contre on se dit qu'on fait partie d'un projet, quoi qu'on mette derrière le mot Dieu, les choses deviennent très différentes, là, vous voyez. Et alors, avant de parler de ce grand colloque, Jean Stone, au-delà des théories et des recherches, qu'est-ce que l'exploration de l'invisible a changé en vous, personnellement ? Moi, justement, ça m'a donné cette perception. Au début, si vous voulez, j'avais des intuitions. Mais maintenant, je pense que je peux faire partie des gens qui ont une vision cohérente du monde, où la connaissance scientifique et les grandes traditions sont en résonance l'une avec l'autre. Et donc, je peux prétendre marcher sur mes deux jambes, celle de la tradition et de la religion et celle de la science, et donc ne plus boiter ou ne pas être schizophrène, ne pas avoir un cerveau coupé entre science et spiritualité, comme je le disais tout à l'heure. Mais c'est génial ce que vous dites, ça parle et je crois que je comprends ce que vous dites. Les auditeurs vont avoir très envie de lire vos livres. Je vous rappelle, Jean Stone, explorateur de l'invisible aux éditions Très Daniel. Et alors, avec les éditions Très Daniel, vous organisez un grand colloque au Grand Rex le dimanche 29 mars, La conscience et l'invisible, avec des intervenants comme Yves Dupont. Alors, je vais les citer, il y en a beaucoup. Yves Dupont, Philippe Guillemant, Romuald Le Terrier, Eben Alexander, Karen Newell, David Akunzo, Antoine Sénanque, Patrick Drouot, Jean-Jacques Charbonnier, Patrice Van Hersel, Laïla Delmonte, Sœur Catherine, Karine Arsène, Reza Mogadi, j'ai oublié Mogadachi, j'ai fait une petite erreur. Et j'en ai oublié ou pas ? Non. À qui s'adresse ce colloque scientifique, spirituel, chercheur, grand public ? Ah oui, c'est vraiment du grand public. D'ailleurs, on a déjà 2000 inscrits. C'est vous dire à quel point ça va être une grande fête populaire énorme. Et donc, c'est ce genre de manifestation que nous avons déjà fait dans le passé, mais c'était avant le Covid avec Guy Très Daniel, qu'on est très heureux de faire pour montrer à la portée du plus large public possible, justement, des éléments à la fois ouverts mais rigoureux. C'est ça qui nous caractérise, voyez-vous, parce qu'on peut être très rigoureux mais pas accessible au grand public, et très accessible mais pas rigoureux du tout. Donc tout le travail que je mène, c'est d'essayer d'être à la fois accessible et rigoureux, avec des chercheurs par exemple comme Eben Alexander, qui est quelqu'un qui était un neurologue de Harvard, qui a vécu une expérience d'approche de la mort et qui a dit: tout ce que j'ai appris sur la conscience est faux. Là, ça fait écho à votre question de tout à l'heure. La conscience est beaucoup plus riche, disait-il, quand elle est en dehors du cerveau, parce qu'il a vécu en dehors du cerveau pendant une expérience de mort clinique où il était dans le coma, voyez-vous. Donc David Akunzo, que vous avez mentionné, est un chercheur en parapsychologie. C'est sa première conférence en France de l'Université de Virginie. Il va nous montrer quelles sont les recherches les plus sérieuses en parapsychologie, parce qu'on parle toujours de l'Amérique, des recherches. Mais là, on aura une première main là-dessus, voyez-vous. Donc c'est ça qu'on essaie effectivement de faire. Et qu'est-ce que les participants vont découvrir ou comprendre en assistant à cette journée? Peut-on dire que ce colloque est une invitation à élargir notre vision du réel, en fait? Oui, bien sûr, mais surtout ils vont bénéficier d'approches de la conscience sous toutes ses formes. On parlera de la conscience de la réincarnation avec Patrick Drouot, on parlera avec Jean-Jacques Charbonnier, on parlera justement de la possibilité sous hypnose de contacter ses défunts, on parlera de la conscience animale avec Laïla Delmonte et Patrice Van Hersel. L'après-vie des animaux, d'ailleurs, son ouvrage. Et donc, et puis aussi donc de la physique quantique avec Philippe Guillemant. Vous avez mentionné Yves Dupont, qui a fait un ouvrage remarquable aussi sur l'empreinte de Dieu dans le monde quantique. Donc on va avoir tout cela, si vous voulez, toutes ces façons d'accéder à la conscience. Et en apothéose, on aura donc Karine Arsène qui va présenter une vision bouddhiste de la conscience, la sœur Catherine qui est une ermite qui vit depuis 37 ans dans une grotte dans les Alpes, et Reza Mogadachi qui est un philosophe extraordinaire aux confins du bouddhisme, du christianisme et de l'islam soufi. Et ces trois-là vont donc nous donner ce que j'appelle le lien entre la conscience et l'absolu, pour terminer le colloque. Il y a vraiment un beau panel. Ça dure toute la journée? Alors c'est toute la journée, ce sera très intense parce que je veux toujours que ce soit une grande fête populaire, donc je mets toujours trop d'intervenants dans mes colloques, mais c'est aussi une façon pour montrer que le tout est plus que la somme des parties. Ce sera de 9h à 19h au
au Grand Rex de Paris. Pour s'inscrire, c'est très simple. Vous allez sur le site du Grand Rex. Vous cherchez bien le site du Grand Rex. Vous voyez le 29 mars, la conscience et l'invisible. Il reste encore quelques places, mais dépêchez-vous parce que ce sera à guichet fermé. Ça va être vraiment incroyable. Mais il y a encore des places, mais il faut aller vite. Voilà. Et d'ailleurs, que diriez-vous à quelqu'un qui hésite à venir parce qu'il pense que ces thèmes sont trop complexes? C'est une expérience, je dis pas que c'est une expérience mystique, mais presque. C'est une vraie expérience d'avoir justement tous ces intervenants dans une seule journée avec toute cette façon différente de voir la conscience et la nature de la réalité. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel et qui en plus ne sera pas diffusé ensuite ou seuls quelques extraits sur Internet. Merci Jean Stone, merci vraiment. On est ravis de vous avoir accueilli sur Merci Sud Radio.